Radio J, les rendez-vous de la Viso. Et voilà, les rendez-vous de la Viso nous permettent ce matin d'être nombreux en studio, nombreux et nombreuses. Alors, je salue la présence de Maya Termination et Coralie Abram-Palti. Bonjour. Alors, vous, c'est la section Aviv de la Viso. Et nous avons deux éminents invités, Talila et Lionel Weintraub, au cœur de l'émission La Transmission. Talila, est-ce qu'on doit encore la présenter? Une des figures marquantes, et plus que ça, du yiddish, langue et culture en France, une actualité. Talila également, donc, qui chante presque, on peut dire, depuis toujours. Elle va nous dire... Oui. Oui. Depuis toujours, oui. Alors, bonjour, bien sûr. Bonjour. Et Lionel Weintraub également, que je vais laisser Coralie nous présenter et qui est de la famille de Talila. Exactement, Lionel, vous êtes psychiatre des hôpitaux et ancien chef de clinique à la faculté de médecine Cochin Port-Royal. Vous avez un point commun avec Talila que vous êtes passionné de musique, vous êtes un grand pianiste, à tel point que vous avez hésité entre le métier et la vocation de pianiste et de médecin. Et si nous vous invitons aujourd'hui, c'est que le sujet de la transmission vous tient particulièrement à cœur. Curieux de tout, vous adorez lire, vous instruire, mais surtout être dans le partage de votre savoir et toujours dans l'échange. Alors merci à vous deux de nous avoir laissé entrer dans votre intimité familiale, de nous avoir ouvert la porte de vos deux salons respectifs. Lionel Weintraub, je commence tout simplement par vous demander quelles sont la nature de vos liens avec Talila. Alors la mère de Talila était la sœur de ma grand-mère paternelle. Et donc Talila est la cousine de mon père, qui n'est plus là. Voilà. Et il y a aussi des liens d'amitié très forts entre vous. Tout à fait, nous avons choisi, en fait, puisque nous aurions pu faire un autre choix, et d'autres dans la famille ont fait d'autres choix, de maintenir un lien fort. Sans doute parce que nous partageons un certain nombre de goûts, d'intérêts. Les mots sont trop fades. Passion, c'est un peu galvaudé, mais il y a beaucoup de choses que nous aimons fortement en commun, et probablement nous avons fortement aimé aussi certains environnements de notre enfance, certains environnements communs de notre enfance. Alors, je vais simplement situer vos deux générations pour les auditeurs. Talila, vous êtes née après-guerre, en 1946, et Lionel, vous êtes né 10 ans après, à peu près. Alors, Lionel, vous disiez que vous partagez une passion, alors le mot est peut-être effectivement galvaudé, en tout cas des centres d'intérêt très forts à vos cœurs. Et moi, j'ai envie de commencer par parler du yiddish, parce que Talila, c'est un peu la matière première de votre travail. Je voudrais tout d'abord savoir, c'est une question que je pose à tous les deux, quelle est en fait la place, quelle place a eu le yiddish dans votre enfance et dans votre construction? Peut-être Talila, si vous voulez commencer. Eh bien, c'est presque une langue maternelle, bien que je ne l'ai pas parlé enfant, ni adolescente, ni toute jeune fille. Nos parents moi, je suis née, donc, comme vous l'avez précisé, juste après la guerre. Mais ça se voit pas. Non. Nos parents, mes parents, je dis nos parce que j'inclus mon grand frère qui, lui, est né avant-guerre et est un enfant qui a été caché, donc, pendant la guerre. Nos parents nous parlaient le yiddish. Ils n'avaient pas vraiment eu le temps d'apprendre le français. Ma mère l'avait appris plus facilement que mon père. Mon père avait un fort accent. Et évidemment, quand ils nous parlaient tous les deux, et quand ils se parlaient tous les deux, ils parlaient en yiddish. Quand ils voulaient pas qu'on comprenne, ils parlaient en polonais. Ah. Voilà. Mais sinon, tout se faisait en yiddish à l'intérieur de la maison. Très bien. Et vous, Lionel, est-ce que le yiddish a fait partie de votre enfance? Alors, il a fait partie de mon enfance un peu différemment. Mes parents sont tous les deux nés à Paris. Et donc, nous parlions français. Quand mes parents ne voulaient pas que nous comprenions ce qu'ils disaient, c'est classique, ils parlaient yiddish, ça m'a conduit à l'apprendre un peu. Et mes grands-parents maternels, donc ceux qui ne sont pas directement de la famille de Talila,
ont vécu en France plusieurs décennies sans jamais apprendre vraiment le français. Ils vivaient dans un microcosme. Je crois qu'ils n'osaient pas apprendre le français, ils n'osaient pas parler le français. Et donc, ils parlaient yiddish, et pour échanger avec eux et pour comprendre ce qu'ils disaient, il fallait comprendre le yiddish. Le yiddish, c'est aussi un souvenir très fort de mon grand-père, qui était un homme assez dur, ton oncle, assez dur, assez froid, qui, quand j'ai eu 6 ans et demi ou 7 ans, une après-midi, m'a enseigné l'alphabet yiddish et hébraïque. Et j'ai un souvenir très ému de sa joie, de sa fierté, quand au bout de quelques heures, il a réalisé qu'il m'avait enseigné le yiddish, et en tout cas à écrire le yiddish et l'hébreu. Il était très doué déjà, très petit. Hein. Bah oui, on peut voir que effectivement. Et je dois préciser que cet oncle, qui était donc son grand-père, qui était un personnage très beau physiquement déjà, donc très très frappant pour cette raison-là aussi, très dur, ne l'était pas avec ni avec moi ni avec toi, Lionel. Très bien. Ah, je vois donc que la transmission, c'était dès l'enfance une partie intégrante de votre éducation. Alors pour continuer sur le yiddish, donc le yiddish à la veille de la Seconde Guerre mondiale, parlé par 11 millions de personnes. Suite à la Shoah, une très grande partie des locuteurs yiddish périt. L'autre partie, près de 6 millions. Tout à fait. L'autre partie est déportée, quitte le territoire. Donc, on a une langue sans locuteur, sans territoire. Et ça porte quand même un coup très dur à l'évolution, à la survie du yiddish même. Je pense qu'on parle un peu de questions de survie. Et puis, moi, en tout cas, ce dont j'ai l'impression, c'est que finalement, le yiddish bénéficie d'un regain d'intérêt. J'en veux pour preuve que même Netflix a produit des séries où on parle majoritairement en yiddish. C'est quand même, je sais pas si on aurait pu penser ça il y a 20 ans. Donc je voudrais, tout d'abord, Talila et également Lionel, est-ce que vous partagez ce constat et quel regard vous portez sur cette situation? Ah bah, moi, mon regard est peut-être un peu plus critique parce que je pense au public venant écouter par exemple de la musique yiddish, et en tant qu'artiste on peut toujours se plaindre de ce que ce public, et c'est d'ailleurs toujours ce qu'on m'a dit, mais enfin pourquoi vous chantez yiddish, le public est quand même très restreint. C'est un argument que j'ai entendu tout le temps. Alors je l'entends moins maintenant parce que peut-être je chante moins, mais c'est toujours ce qu'on m'a dit. Mais alors pourquoi avoir choisi le yiddish? Franchement c'est délirant. Effectivement, il y a une vivacité en tout cas dans l'apprentissage de la langue, mais ça, Lise, tu pourrais. Je te dis bien sûr. Hein. Tu pourrais en parler beaucoup mieux que moi. Oui. Il y a des lieux où on apprend le yiddish, voilà. Où des jeunes gens, même très éloignés de cette culture-là viennent étudier le yiddish. C'est un intérêt quand même pour la langue. Bon, il y a évidemment les religieux, soit aux États-Unis, soit en Israël. Et même un peu en France où on parle un peu yiddish, en France, puisque même les séfarades, Lubavitch apprennent et parlent le yiddish. Oui, même dans les milieux religieux, le yiddish a comme des lettres de noblesse. Oui, tout à fait. C'est chic maintenant le yiddish. Et on est heureux de l'apprendre que c'est chic. Oui, ça me fait c'est plaisir. Un peu comme aux États-Unis, c'est très chic d'avoir des origines indiennes. Il y a toujours un moment où il y a un retour d'une mode. Voilà, c'est peut-être à la mode. Bon, et puis la télé, ça aide. La télé, ça aide, et surtout quand les séries sont bien faites. Exactement. Et il est vrai que les séries, donc qui sont des séries israéliennes, sont formidables, et que entendre le yiddish à travers ces séries-là, c'est quand même quelque chose de... Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Je voudrais juste continuer sur cette idée, puisque vous l'avez évoqué, il y a des gens qui apprennent le yiddish, et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est souvent des non-juifs, notamment en Europe de l'Est, qui se saisissent du yiddish. Et il y a notamment également des théâtres yiddish qui fleurissent. Alors, je pense à un théâtre qui est assez connu, qui s'appelle le théâtre NN à Lublin, et en fait, Talila, vous connaissez ce théâtre, puisque vous y avez chanté.
Donc, Oui. est-ce que vous pouvez nous partager un peu cette expérience, nous dire ce que vous avez ressenti à cette occasion? Moi, c'est l'expérience de la Pologne qui m'a surtout ébranlée, vraiment. J'ai raconté beaucoup que j'avais fait un premier voyage en Pologne grâce au Père des Bois, ce qui est quand même paradoxal. Donc, une juive française dont les parents sont nés à Krasznik, non loin de Lublin, fait son premier voyage en Pologne grâce à un abbé. Bon. Mais tout ça est drôle et intéressant. Et ce petit théâtre, hein, c'est un tout petit théâtre, c'est un tout petit lieu à Lublin. Donc j'y suis allée. Le Père des Bois a organisé ce concert. C'est effectivement comme une sorte de petite revanche sur l'histoire que de chanter dans un endroit comme ça. Il est animé, cet endroit, par des jeunes Polonais qui ne sont pas juifs et qui sont partis à la recherche de la Pologne juive, de Lublin et des environs. Et la ville de mes parents étant Krasznik, c'est-à-dire située à une trentaine ou quarantaine de kilomètres de Lublin, c'est presque Lublin. C'est pourquoi chanter là-bas a été quelque chose d'important. Et de voir ces jeunes gens s'intéresser au passé juif de leur pays, encore plus intéressant et émouvant, surtout quand on voit l'évolution politique de la Pologne actuellement. Donc, ça a été très émouvant pour moi. Il y avait non seulement des Bois, mais un autre curé. Oui. Qui était un enfant juif. Alors, j'ai oublié son nom, mais je crois il est extrêmement connu. Je parle trop longtemps, je crois. Il était assis au fond de la petite... C'est un peu comme un café-théâtre, ce C'était théâtre. en quelle année? Il y a longtemps? Maya, vous savez en quelle année c'était? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps. Je ne sais plus en quelle année. C'était pas Lustiger qui était... Ah non, c'était pas d'accord. Lustiger, c'était un curé qui était en fait un enfant juif qui avait été recueilli par une famille polonaise et qui avait choisi de devenir curé, qui ne savait pas qu'il était juif et qui, à partir du moment où il a su, quand ses parents adoptifs sont morts, il a su qu'en fait, il était d'origine juive, est resté curé, mais il portait une kippa sur la tête. Et donc, il était assis pendant le spectacle, un petit monsieur comme ça, avec sa kippa et son air de curé quand même. Ah oui. Bon. Donc tout ça, toutes ces vies qui s'entrechoquent, ces histoires, c'est extrêmement émouvant. Et puis en même temps, si ce sont des non-juifs qui reprennent le yiddish en Europe de l'Est, c'est parce qu'il y a quasiment plus de juifs depuis la guerre et que ceux qui étaient restés avaient un peu peur de le dire et que le communisme était passé par là. Alors Talila, tu as une actualité, c'est ce formidable DVD Notre langue d'intérieur, dans lequel tu racontes l'histoire de votre famille et qui est vraiment tellement haut en couleur, qui est une transmission à lui tout seul. Ce n'est pas un concert, on t'entend un petit peu chanter, mais surtout, tu racontes. Et ce que tu racontes, pour avoir parlé avec une grande partie du public qui a déjà vu le DVD, qui va encore le voir, c'est-à-dire que tu te racontes, mais tu nous racontes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et je pense que, quelque part, tu racontes aussi un peu le monde séfarade, tout ce qui est transmission des histoires de famille, ça touche à l'universel. Tu es d'accord avec cela? Oui, je m'en suis rendu compte. Hein. Je ne savais pas au début, mais je m'en suis rendu compte. Et on est en plein dans le thème de cette émission, qui est la transmission. Sûr. Je crois qu'en racontant ce genre d'histoire, on est effectivement totalement dans la transmission. Lionel, vous l'avez vu? Oui. Réaction, c'est l'histoire de votre famille aussi? C'est l'histoire de mon enfance. Attendez, rapprochez-vous du micro. C'est l'histoire de mon enfance, c'est l'histoire d'un univers pour lequel j'ai infiniment de tendresse, que j'ai beaucoup aimé. D'un univers que, quand j'étais enfant, je comprenais peu, je comprenais mal, mais dont j'ai gardé de très fortes impressions qui m'ont construit, qui m'ont en partie construit. Bien sûr. Et ça a été très fort chez vous, cette volonté, et ça a été conscient, cette responsabilité
de transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants? Oui. Alors j'ai ressenti extrêmement tôt, et pour des raisons que je n'ai pas encore complètement élucidées, cette obsession de réussir un jour à transmettre. Je pense que j'ai perçu combien il y avait combien il était important qu'un jour tout ceci ne disparaisse pas à nouveau. Et j'ai ressenti de manière extrêmement pressante la question de savoir comment je réussirais à transmettre non pas seulement cet univers, le yiddish, mais le judaïsme. Merci beaucoup. Alors, on va donner maintenant, puisque c'est l'émission de la Viso, on va donner quelques infos. Oui, tout à fait. Un point rapide sur les actualités de la Viso. Le 5 mai, pour Yom Ha'atzmaut, aura lieu un déjeuner printanier en musique à Paris. Le 19 mai... Où ça, on sait pas encore, D'accord. dans le 8e arrondissement. D'accord. On va sur le site de la Viso. Tout à fait, toutes les informations seront sur le site de la Viso. Et je rappelle également que le 14 juin, on aura l'occasion d'en reparler, il y a un golf qui est organisé pour une levée de fonds pour les institutions Viso en Israël. Super. Un dernier mot? Eh bien, Talila, Lionel, merci beaucoup pour ce moment autour de la transmission de votre famille. Je trouve que c'est très touchant, en fait, de vous entendre parler avec beaucoup de tendresse de ces moments, de cette culture yiddish. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir deux démarches différentes de la transmission. Quelque chose qui est peut-être moins conscient de votre côté, Talila, et très autour d'une responsabilité chez vous, Lionel. Donc, j'espère que vous pourrez continuer à transmettre cette tradition familiale. Alors, merci à vous. Merci beaucoup. On se quitte en musique, comme toujours, avec Talila, et on va écouter un morceau qui incarne la transmission. Je remonte quand même le DVD, Notre langue d'intérieur, et le morceau qui incarne la transmission, Die Zeit von die Karschen, Mais en oui, français. Oui, le temps des cerises. Voilà. C'est une réappropriation de la culture française, en fait, hein, en yiddish, traduit par un très très grand monsieur qui s'appelle Mortrel Litvin, que tu as connu. Qu'on a adoré. Qu'on a beaucoup aimé, oui. On écoute. Merci à tous.